Bonjour chers auditeurs de Sud FM Sen Radio. Objection ce dimanche reçoit Maître Oumar Youm, directeur de cabinet du chef de l'État Macky Sall. Maître, bonjour. Bonjour. Alors c'est avec un immense plaisir qu'on vous reçoit dans les studios de Sud FM pour discuter avec vous de l'actualité politique, économique et sociale du Sénégal. Alors Maître, nous allons démarrer par l'affaire Khalifa Sall, la Cour suprême qui doit délibérer donc sur le recours en cassation le 3 janvier prochain. Justement, Maître, sur cette affaire, le pouvoir est toujours accusé de vouloir empêcher la candidature de Khalifa Sall. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Qu'est-ce que je réponds par rapport à ça? L'affaire Khalifa Sall est un cas qui relève de la justice, de l'administration judiciaire, qui a été traité jusque-là de manière, je pense, professionnelle, en toute indépendance et avec la compétence qui caractérise notre système judiciaire et les hommes qui l'incarnent. Il a exercé les voies de recours, il a fait appel, il a introduit un pourvoi en cassation. Je pense qu'aujourd'hui on doit continuer à faire confiance à notre système judiciaire, surtout que l'affaire est pendante devant la plus haute juridiction, la Cour suprême. Ce sont des magistrats aguerris qui ont une compétence avérée, et continuer à faire confiance à notre justice. C'est pas si le pouvoir voulait entraver la candidature de Khalifa Sall, on n'aurait pas utilisé la justice. D'autres moyens existent sur le plan administratif, la Cour de discipline budgétaire, etc., pour la Cour des comptes pour faire le travail. Non, c'est un dossier dans lequel il n'y a pas de manipulation du tout. Lui-même, je pense, a eu quand même à reconnaître la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais ces partisans ont dit qu'il n'a jamais... Ces partisans peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Vous êtes journaliste, vous savez très bien que dans ce dossier, beaucoup de factures ont été établies, des bons de commande établis pour une livraison de milliers de tonnes de mil, de riz, de denrées alimentaires, pour lesquelles l'agent qui devait les recevoir a dit: je n'ai jamais reçu ça. Celui qui a fait la commande, qui est censé être le propriétaire de la société qui devait livrer, a dit: j'ai jamais été au courant de ce mécanisme. Mais le seul qui a eu à comprendre et à être au cœur de ce mécanisme, c'était malheureusement le maire Khalifa Sall. Donc je pense que quand même, pour être honnête, dans ce dossier, il n'y a pas du tout de la manipulation. C'est-à-dire que les faits sont là. Et les réponses qui sont apportées aux faits qui sont reprochés à M. Khalifa Ababacar Sall, c'est des réponses qui quand même laissent à désirer. C'était pas moi, j'étais pas le seul, ça se fait depuis des années, etc. Mais le droit pénal est au-dessus de ces considérations. On ne peut pas se disculper par rapport à des faits fussent-ils semblables commis par d'autres. On doit se défendre par rapport aux faits dans leur nudité, les faits qui sont reprochés. Et c'est clair que dans cette affaire, quand même, quoi qu'on puisse dire, il y a eu des dérapages regrettables dans la gestion de deniers publics. Justement, maître, ces avocats, je rappelle que vous êtes avocat également à la Cour, ces avocats ont dénoncé la précipitation avec laquelle le pourvoi en cassation a été jugé. Ils sont dans leur rôle. C'est pour dire que donc je suis pas la Cour, je suis pas la Cour suprême du Sénégal, je n'incarne aucune juridiction, je peux pas répondre à leur place. Je sais que par rapport au délai, c'est pas la seule affaire qui existe. On ne peut pas, à partir d'un dossier, faire une loi. Les dossiers sont traités selon les conditions qui sont déterminées par le greffe, par les juridictions, par le parquet et la diligence qui est apportée par ces acteurs dans le traitement d'un dossier. Il y a des dossiers pour lesquels dans l'année toutes les voies de recours ont été exercées, épuisées, et les dossiers classés. Il peut y avoir des dossiers qui vont prendre 1, 2, 3 ans en fonction de la complexité ou des difficultés d'instruction du dossier. Mais ce dossier
pour l'instruire, on n'a pas besoin vraiment. Mais il y a des dossiers plus anciens que celui de Khalifa Sall. C'est pourquoi ces avocats, on peut parler. Je dis, il y a des dossiers qui sont plus anciens, il y a des dossiers qui sont moins anciens que le dossier de Khalifa Sall et qui ont connu un traitement dans des délais plus courts. Donc c'est pas que voilà, ce que je veux dire, c'est que la marche de la justice n'est pas déterminée au cas par cas. Voilà, c'est un ensemble et puis on ne peut pas, voilà, le droit étant flexible, la science juridique étant flexible, on ne peut pas à partir d'un cas faire la loi pour les autres cas. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que autant souvent il y a des dossiers où le traitement est accéléré, autant dans d'autres dossiers le traitement semble être lent, parce que simplement c'est la nature du dossier qui commande le rythme de traitement d'un dossier. Or dans cette affaire, franchement, on n'a pas besoin d'instructions complexes ou complémentaires pour dire le droit. Moi en tout cas, du point de vue de la science juridique que j'ai en tant qu'avocat, c'est un dossier qui est très simple. C'est très simple comme vous l'avez dit, mais c'est parce que c'est Khalifa Sall, il est candidat à la présidentielle de 2019. Il a été aussi maire de Dakar, révoqué récemment par le chef de l'État Macky Sall. C'est pourquoi on parle beaucoup de précipitation dans cette affaire concernant la Cour suprême. Encore une fois, je dis, on ne peut pas parler de précipitation. C'est-à-dire que d'ailleurs, on parle de délais raisonnables, on parle de procès qui doit se tenir dans des délais. Si par extraordinaire, ce qui n'est pas le cas, mais si par extraordinaire, je peux vous donner des cas de traitement d'un dossier dans des délais plus courts que le dossier Khalifa. Mais si par extraordinaire on le fait, on doit s'en réjouir. On doit dire, mais c'est bien que les justiciables aient la vérité judiciaire dans un délai raisonnable. On ne doit pas dire c'est parce qu'on a l'habitude de traiter le dossier avec une certaine lenteur que donc on doit continuer à traiter les dossiers avec cette lenteur. C'est ça mon raisonnement. C'est-à-dire que vraiment j'estime que c'est faire un mauvais procès à la justice. Au contraire, on aurait dû se réjouir du fait que ce dossier soit un exemple de célérité et que c'est possible donc dans la justice, dans l'administration de la justice, de pouvoir rendre des décisions dans des délais courts raisonnables pour libérer tout le monde, pour libérer d'abord ses partisans qui s'attendent à une décision, pour libérer l'État qui s'est constitué partie civile, mais aussi pour libérer les autres acteurs qui sont épris de justice pour savoir, mais finalement c'est quoi le sort. Donc vous ne craignez pas Khalifa Sall au niveau de l'APR? Écoutez, moi je pense que je ne suis pas ici pour parler de Khalifa Sall. Mais ça fait partie de l'émission. Nous avons l'APR ne craint aucune force politique. L'APR est un parti qui a été constitué en 2009. 3 ans après qu'il a pris le pouvoir, qui a organisé une force politique autour de Benno Bokk Yakaar, qui a participé à toutes les élections qu'elle a gagnées. Pourquoi avoir peur de quelqu'un? Les élections récentes de juillet 2017 renseignent sur les forces politiques des uns et des autres. Que c'est Khalifa Sall, c'est encore dimension départementale, pour ne pas dire plateau. Voilà, donc ça représente quel type de menace pour nous faire peur? Non, c'est voilà. Alors, au-delà de cette affaire Khalifa Sall, il y a le cas Karim Wade, également qui est candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Lui aussi risque d'être inéligible car n'ayant pas, selon certaines informations, inscrit sur les listes électorales, car il a la condamnation qui pèse sur lui. Un autre candidat également contre Macky Sall qui a encore des ennuis judiciaires. À qui la faute? À celui qui a commis des fautes pour s'exclure lui-même, pour se faire condamner, ou à Macky Sall? Je vous pose la question. Est-ce que quand on détournait de l'argent, c'est Macky Sall qui a facilité le détournement? Est-ce que c'est Macky Sall qui a jugé Karim Wade? C'est Karim Wade qui a eu des comportements qui ont été considérés comme répréhensibles, qui a répondu devant les juridictions sénégalaises, qui a été condamné. J'estime que c'est à lui qu'on devrait poser la question. Vous me direz que ces partisans ont le droit, mais également le devoir. De même avec Khalifa Sall que Karim Wade, leurs partisans estiment que le pouvoir actuel veut empêcher leur candidature à la prochaine présidentielle de 2019. Je ne suis pas là, vraiment, pour répondre à des accusations que je trouve être puériles, c'est-à-dire vraiment qui reposent sur aucune réalité. Voilà, nous sommes là pour parler de choses qui intéressent les Sénégalais et les Sénégalais. Mais c'est des choses qui intéressent les Sénégalais parce que ce sont deux candidats. Ça intéresse les journalistes, c'est des choses médiatisées, mais ça n'intéresse personne, ça. Les Sénégalais ont envie de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire
pour construire leur présent, leur futur, quelles sont les perspectives. Voilà, c'est ça qui intéresse les Sénégalais. C'est pas des dossiers individuels qui intéressent les Sénégalais. Justement, vous l'avez dit, ils sont candidats à la prochaine présidentielle et l'opposition qui maintient jusqu'à présent la pression pour dire qu'elle ne veut pas d'Aly Ngouille Ndiaye pour l'organisation de la prochaine présidentielle. Elle fait partie, cette question, de leur Je pense que c'est un sujet qui est dépassé. Le président de la République, qui nomme à toutes les fonctions civiles et militaires, a déjà nommé, exercé son impérium pour désigner M. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Celui qui a été désigné a accepté la charge et l'exerce avec dignité, compétence et fierté. Est-ce que ce sont ces cris ou ces paroles qui vont empêcher que le président continue d'user de son pouvoir constitutionnel et à Aly Ngouille Ndiaye de continuer la mission qui lui a été confiée? Mais pourtant, ses prédécesseurs avaient cédé. C'était le cas d'Abdou Diouf, avec Abdoulaye également. Pourquoi pas avec Macky Sall pour au moins apaiser la tension politique? Comparaison n'est pas raison. Tout à fait. Donc on peut vous dire aussi pourquoi céder à des pressions de partis politiques d'opposition. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de climat politique en feu. Non. Il n'y a absolument rien. C'est des contestations qui reposent sur absolument rien, qui ne sont pas conformes à notre doctrine constitutionnelle, qui ne sont pas conformes à la volonté du chef de l'État, qui a été élu de la plus belle manière, 65% des Sénégalais, et qui exerce la mission pour laquelle il a été élu. Donc je pense que maintenant ceux qui veulent remplacer, avoir une personnalité indépendante, je leur reconnais cette légitimité. Mais de là à dire il faut leur donner raison. Et si mettre cette personnalité indépendante vraiment participe à apaiser le climat politique? Je dis encore une fois, le climat politique, il est apaisé par les acteurs. D'abord, qui doivent être des acteurs responsables, conscients des enjeux qui nous attendent. Ce n'est pas un ministre de l'Intérieur qui va faire gagner des élections au Sénégal. C'est une... vraiment... voilà, un ministre de l'Intérieur, il aide à organiser juste matériellement les élections. Il met à disposition l'administration territoriale pour distribuer les bulletins, pour organiser, ouvrir les salles de classe, désigner les présidents. Mais le vote, le scrutin, il est gagné par la personne en qui le peuple fait confiance au Sénégal. C'est une grande démocratie. Pourquoi on devrait prendre exemple sur d'autres pays ou trouver d'autres mécanismes alors que ça fonctionne à merveille au Sénégal? On sait très bien qu'un ministre de l'Intérieur ne peut pas faire gagner des élections. La preuve, nous avons perdu Dakar en 2014. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a été avec nous. Nous avons perdu les élections un peu partout durant les élections législatives. Le ministre de l'Intérieur était avec nous. Donc, le référendum, le ministre de l'Intérieur était avec nous, etc., etc. On a perdu des zones qu'on souhaitait gagner, etc. Donc, ce n'est pas déterminant d'avoir un ministre de l'Intérieur, personnalité indépendante, ou voilà. Ce qui est le plus important, c'est aller vers les Sénégalais, leur tenir un discours cohérent, leur proposer un programme. Les Sénégalais sont suffisamment intelligents, très imprégnés des réalités électorales, très responsables dans leurs choix, pour pouvoir faire des choix qui vont conditionner l'avenir politique, économique, social du pays. Donc il n'y a pas de crainte, les élections vont se dérouler normalement? En tout cas, du point de vue ou de l'angle du pouvoir, nous avons pris les dispositions pour que les élections soient transparentes d'abord, s'organisent et s'effectuent dans des conditions de sérénité, de paix et de concorde nationale. La démocratie, ce n'est pas la guerre. Tout le monde sait que le pays est un pays de démocratie avancée. Donc vraiment, il faut qu'on sorte de nos postures de guerrières, va-t-en-guerre, des invectives, pour être dans une dynamique. Mais ça, c'est valable dans les deux camps. La démocratie, c'est une fête. Cette posture de va-t-en-guerre, c'est dans les deux camps. C'est pour cette raison que je le dis pour tout le monde. Je le dis pour tous les acteurs politiques. Voilà. Donc, permettre aux Sénégalais qui, tous les 5 ans, vont devoir choisir un président de la République. Mais ça, c'est un moment important dans l'histoire politique de notre pays. Personne n'a le droit de gâcher ce moment de ferveur, d'enthousiasme, où les Sénégalais en communion vont faire le choix, en toute responsabilité, de celui qui va diriger le pays à partir de 2019. Mais il y a également la question du fichier électoral. Une partie de l'opposition parle de 3 fichiers.
Est-ce que vous croyez que le Sénégal a 3 fichiers? Honnêtement. Non. Le Sénégal n'a pas 3 fichiers, n'a pas 4 fichiers, n'a pas 5 fichiers. Le Sénégal a un fichier qui a servi à plusieurs élections depuis 2007, après audité 2012, qui a servi, on a révisé, on a fait des périodes de révision, consolidé le fichier jusqu'à ce jour. La dernière révision remonte à 2017. Mars 2018, on a fait la révision. Tous les partis ont appelé les Sénégalais à aller s'inscrire, à retirer leur carte d'électeur, etc., etc. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a un discours qui est incohérent. Mais on ne peut pas, sur la base d'un même fichier, faire toutes ces élections, après que subitement ce fichier-là, le même, devienne un fichier suspect ou multiplié ou protéiforme. Mais par rapport au retrait des cartes des cartes des électeurs, il y a également l'opposition encore qui revient pour dire que dans certaines zones où le pouvoir est supposé faible, il y a une rétention de cartes d'électeurs. Ils sont en train de se préparer à la défaite. Ah bon? Pour se donner bonne conscience. Je pense. Parce que comment on peut dire cette zone-là, l'opposition est faible, donc je ne donne pas les cartes. Dans d'autres zones, l'opposition n'est pas. Ça n'a pas de sens. Nous-mêmes, nous avons en notre sein quelques électeurs qui peinent à avoir leur carte. Moi, je peux vous montrer des jeunes Sénégalais inscrits sur les listes électorales et qui n'ont pas pu retirer et qui disent j'aurais voulu parrainer parce que je ne peux pas retirer. C'est la réalité. Donc arrêtons de diaboliser. Il y a effectivement des problèmes dans les retraits de cartes parce que bon, je sais que depuis la dernière révision, c'est 46% de taux de retrait qui est effectif, mais depuis 2017, c'est plus de 97% de taux de retrait effectif. Mais ça, c'est peut-être d'autres choses qui peuvent le justifier, mais pas le fait de faire de la discrimination dans la distribution des cartes. Quand la carte est disponible, elle peut être retirée. Il y a des Sénégalais qui n'ont pas retiré leur carte. On a montré dans certains centres de distribution. Donc ils seront privés de droits civiques. Mais je pense que le ministre de l'Intérieur s'est largement exprimé sur cette question et a pris des engagements. Dire qu'avant les élections, d'autant plus qu'au Sénégal, le dispositif permet le retrait des cartes jusqu'à la veille. Donc avant l'élection, les cartes seront disponibles et les Sénégalais inscrits sur les listes auront la possibilité de retirer et de voter. Mais il existe des cartes qui sont là et qui ne sont pas retirées par des Sénégalais. Donc c'est vous dire simplement que cette question est bien suivie et que le moment venu, les solutions appropriées lui seront apportées. Alors, Oumar Dioum, je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État Macky Sall, mais il y a également la société civile sénégalaise qui tente de rapprocher les deux partis pour vraiment une élection présidentielle apaisée. Cette société civile a d'ailleurs rencontré l'opposition. Est-ce que vous, au niveau du pouvoir, vous êtes preneur pour cette rencontre dans le cadre de rapprocher les deux entités? Je pense très bien. Je leur souhaite un très bon succès. Le parti est dans des dispositions pour discuter, échanger, trouver des solutions. Le Sénégal, comme on le dit souvent, c'est un pays de dialogue, de consensus, d'échange, de concertation. Et donc, on ne peut pas fermer la porte à des initiatives de cette nature. Est-ce que vous êtes une fois été approché par la société civile dans ce sens? Personnellement, non. Et dans le cadre de l'APR? Je ne suis pas aussi au courant de tout ce qui se fait au niveau du parti. Je n'ai pas encore une information d'un pareil contact. Mais vous êtes preneur? Je l'ai dit. On est tout à fait preneur pour échanger, discuter. Autant que c'est dans le sens de consolider, de renforcer, de pacifier, de lever les malentendus. Je pense que c'est une très bonne occasion pour échanger sur nos positions et nos postures respectives pour trouver une solution qui va dans le sens de consolider la paix sociale, politique nécessaire à tout développement. Est-ce que cette initiative ne devrait pas être venue du chef de l'État Macky Sall? Mais on ne peut pas reprocher au président Macky Sall d'avoir pris des initiatives de dialogue avec l'opposition. Plusieurs initiatives, je rappelle. Et je suis bien placé pour le dire. Parce que vous êtes le directeur de cabinet du chef de l'État. Donc, ça, on ne peut pas le reprocher au président. Il a constamment tendu la main à l'opposition qui a toujours rejeté les appels de dialogue et de concertation du président de la République. Est-ce qu'il doit s'arrêter là ou bien il doit continuer à vraiment... C'est heureux d'avoir une société civile qui prend le relais. En tant que chef de l'État, garant de la Constitution. Mais il le dit tout le temps. Son dernier message, je pense, c'est la Tabaski ou la Korité. Il a encore une fois réitéré. Mais est-ce que le message seulement suffit? Mais les messages sont suivis de faits.
qui n'ont pas d'écho auprès des acteurs qui sont concernés. Alors, nous allons aborder la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire le groupe consultatif de Paris, et plus de 7 000 milliards de francs CFA ont été annoncés pour le Sénégal. Alors, maître, est-ce que cette dette est utile pour le Sénégal? D'abord, il faut considérer que le Sénégal est un pays en voie de développement, qui construit petit à petit son destin, qui n'a pas malheureusement tous les moyens de son ambition, et donc qui est obligé justement de s'endetter. Comme tous les pays d'ailleurs, tous les pays s'endettent, même les pays qui semblent être nantis, florissants, une économie dynamique, la première économie du monde, les États-Unis s'endettent, le Japon s'endette, la France s'endette, la Chine s'endette, etc., etc. Donc c'est normal que les États, en tant qu'acteurs économiques, s'endettent. Mais il faut de la bonne dette, comme le disent les économistes. C'est-à-dire une dette qui est productive, une dette qui est investie dans des secteurs productifs, une dette qui peut être remboursable, pour ne pas dire soutenable. C'est ça qu'il faut. Et je pense que le plan d'action prioritaire, est-ce que c'est le cas, qui était à l'origine de ce club, de ce groupe consultatif de Paris, est un exemple. C'est un programme d'investissement du Sénégal dans des secteurs qui sont des secteurs productifs. Et c'est heureux et vraiment de saluer ce qui a été fait à Paris et de relever avec beaucoup de fierté. Un pays qui va dans 2 mois à des élections, qui a cette plateforme internationale avec ses bailleurs, qui est destiné à renforcer ses rapports, à préparer le financement du plan d'action prioritaire, me paraît être quand même un exploit. D'habitude, les pays qui vont vers des élections, notamment des élections présidentielles, n'ont pas ces possibilités. Donc ça rajoute un peu à notre bonheur d'avoir déjà ce financement annoncé par les bailleurs de fonds du Sénégal, pour justement combler le gap de financement du plan d'action prioritaire sous le deuxième mandat du président Macky Sall. Pourtant, l'opposition a été également à Paris pour manifester et dénoncer vraiment ce groupe consultatif de Paris par rapport au secteur prioritaire, comme vous l'avez dit. Elle n'a pas été audible. Elle n'a pas été audible. Ce qui est audible, ce qui est vu, ce qui est constaté, c'est vraiment la réussite de ce groupe consultatif de Paris, qui est un bonheur pour le Sénégal. Voilà. Alors, certains économistes comme Maïssa Bab, entre autres, il a déclaré sur nos ondes que le Sénégal fait partie des pays de la CEDEAO les plus endettés. Donc, cette dette-là sera une dette de plus encore pour le Sénégal. Le Sénégal fait partie des pays de la CEDEAO dont l'économie est la plus solide, qui progresse, qui a un taux de croissance en-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Ça aussi, je pense, en tant qu'économiste, il peut partager avec nous sur ça. Donc, ce n'est pas la dette qui fait peur. Les gens, ils sont jaloux. Ils voient le Sénégal progresser. Ils voient le Sénégal avancer. Au lieu de mentionner ce qui est fait, salué par la communauté internationale, on s'attarde sur des considérations qui n'ont aucune valeur. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, depuis le plan Sénégal émergent qui a été lancé en février 2014 avec le PAP 1, nous avons constaté les succès. C'est ça la réalité. Les succès sont là. Dans tous les secteurs. Est-ce que les Sénégalais sentent ce succès comme les Sénégalais qui sont de bonne foi sentent le succès. Les Sénégalais qui travaillent, ils sentent le succès. Les Sénégalais qui sont dans les écoles, les étudiants qui sont dans les universités, qui voient tout ce qui a été fait en termes de modernisation des campus, en termes d'amélioration des conditions sociales des étudiants. Mais il ne faut pas contester ça. Les paysans qui sont là, les agriculteurs, qui voient tout ce qui a été fait dans le secteur agricole en termes de subventions pour renforcer leur capacité productive, renforcer la mécanisation du secteur agricole, il ne peut pas contester. Les éleveurs qui ont fait la journée récemment de l'élevage ne peuvent pas contester les progrès et l'avancée du Sénégal. Les pêcheurs qui subventionnés par des machines, les moteurs ne peuvent pas contester. Les femmes qui reçoivent la bourse de sécurité familiale ne peuvent pas contester. Les personnes qui reçoivent les financements de l'ADER ne peuvent pas contester. Je peux multiplier les infrastructures routières, Ila Touba récemment, les infrastructures sportives, etc., etc. Mais
tous les secteurs sont impactés. Nous prenons secteur par secteur. Par exemple, le secteur agricole. Récemment, on a parlé chez nous au Saloum du blocage de la campagne arachidière puisque les OPS réclamaient plus d'1 milliard de francs CFA à la Sonacos. Il y a également le cas des étudiants qui courent souvent derrière leur bouche. À chaque fin du mois, c'est des manifestations à n'en plus finir pour rentrer dans leur fonds, c'est-à-dire les bourses. Alors, est-ce que ces étudiants-là et ces agriculteurs-là du côté de Saloum sentent, sur ces points précis, ils vont vous dire qu'on sent, effectivement, avec tous les problèmes, ils sentent que les problèmes existeront. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, j'ai commencé par vous dire le Sénégal est un pays en développement. On a des contraintes. On aura des contraintes financières de temps en autre, on aura des tensions, on aura des difficultés, on aura des défis à relever. Le chemin qui mène vers l'émergence, c'est pas une eau tranquille ou voilà, il y aura des difficultés. Je nie pas les difficultés. Donc mais il faut quand même reconnaître les progrès et les avancées significatives du mandat du président Macky Sall. Ça, c'est la réalité. Maintenant, qu'il y ait de temps en autre des problèmes de paiement de bourse, parce que simplement il y a des dysfonctionnements. Mais c'est des problèmes qui sont récurrents. C'est normal. On a une administration qui fonctionne. On a des difficultés. Dans la combinaison des administrations, il peut y avoir quand même des contraintes qui alourdissent ou retardent le paiement des bourses. Jusqu'à devenir récurrent. C'est normal. Encore une fois, je dis, il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. Ce qu'on doit faire, c'est s'armer d'abord de patience, inscrire nos actions dans la sérénité, essayer de trouver des solutions, voilà, et puis être positif. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Les bourses sont payées en retard d'une semaine, 2 jours. C'est pas des retards colossaux. Souvent, c'est des retards d'1 jour, d'une semaine, etc. Et puis ensuite, bon, voilà. Je comprends, les étudiants sont dans l'urgence sociale. Quand un étudiant reste à l'université, doit faire face à ses engagements, doit se nourrir, doit payer, c'est difficile de lui dire, attendez 24 heures ou 48 heures. Je comprends parfaitement leurs préoccupations. À charge pour nous de tenir compte de ça, d'améliorer les procédures, accélérer et de sécuriser le paiement des bourses. Ça aussi, c'est des annonces très fortes qui sont toujours lancées par le président Macky Sall pour qu'on trouve des solutions. Pour les paysans, je pense que quand on prenait le pouvoir, c'était des bons impayés. Maintenant, la campagne vient de démarrer. La campagne a démarré le 1er décembre 2018. Donc c'est normal qu'au cours de démarrage, comme on 20 dit, jours après encore, il y a toujours des problèmes. Difficile. On est dans une phase transitoire de gestion budgétaire où le budget a été voté récemment. Donc c'est normal que dans l'alimentation, en fin d'année, c'est difficile. Parce qu'en fin d'année, c'est difficile pour tout le monde. Mais c'est sûr que les solutions appropriées, nous sommes informés de cette situation et les solutions idoines seront apportées. Alors, ce groupe consulat de Paris, c'était pour financer la deuxième phase du PSE. Alors, est-ce que la première phase a été évaluée? Et bien sûr, il y a des mécanismes d'évaluation. Le ministère chargé du suivi du PSE auprès du président de la République est un instrument formidable d'évaluation. Chaque conseil de ministres, tous les mercredis, il fait un rapport sur l'état d'exécution du plan Sénégal émergent, des contraintes, des défis, des difficultés qui sont constatées sur le terrain dans la progression de projets phares du PSE ou des réformes. Donc ça, c'est évident. Le boss, le bureau opérationnel de suivi est là aussi. Donc les mécanismes, sans compter maintenant le comité d'orientation stratégique du PSE qui est présidé par le président lui-même. Donc les mécanismes existent, le PSE est suivi. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les annonces qui ont été faites par nos bailleurs sont allées au-delà des attentes de l'État sénégalais. Parce que les bailleurs aussi, c'est pas des enfants de cœur, c'est parce qu'ils savent que le PAP 1, qui était la première phase du plan Sénégal émergent, a été bien exécuté, qu'ils ont été encouragés à mettre la main à la poche pour accompagner davantage l'État du Sénégal. Alors, on vous reproche également d'avoir investi par rapport à cette première phase du PSE dans des secteurs un peu improductifs. Lesquels? SICAD, entre autres. SICAD, c'est improductif. SICAD, c'est pour moi la vitrine du Sénégal émergent. Nous avons eu l'occasion d'organiser beaucoup de conférences, beaucoup de congrès. Il faut voir l'appréciation que ces congressistes, ces conférenciers ont de cet outil qui est un produit d'appel au tourisme, qui est un produit d'appel à l'événementiel, qui est un produit
rentable. Vous n'avez pas encore les statistiques de la gestion du CICAD. C'est pour cette raison que vous en parlez. Mais le CICAD est un instrument extrêmement rentable, très positif et qui repositionne le Sénégal sur des secteurs touristiques, événementiels extrêmement importants. Moi, j'ai eu l'avantage d'organiser l'accueil du congrès de l'international libéral au CICAD. Les témoignages sur cette salle de conférence, sur ce que ça peut apporter demain, sur l'image du Sénégal, sur la nécessité d'avoir un tel centre dans cette ville en construction qui est Diamniadio, emblématique de l'ambition du président d'inscrire l'urbanisation du Sénégal dans les standards internationaux. Et c'est inconsidérable. Donc le CICAD, c'est un instrument qui est bon et qui est productif, parce que le CICAD a un mode de gestion qui rentabilise l'organe. Alors, toujours dans le secteur économique, nous allons évoquer la dette intérieure, surtout cette affaire des écoles privées et supérieures qui réclament toujours leurs 3 milliards à l'État du Sénégal. D'ailleurs, certains étudiants même ont été exclus. En êtes-vous avec ce dossier? Le dossier est très bien suivi par le ministère des Finances et le ministre de l'Enseignement supérieur. Des offres ont été déjà formulées. C'est vrai que les écoles considèrent que ce qui est offert comme acompte est assez insuffisant par rapport à l'ardoise, sur laquelle d'ailleurs il y a des évaluations qui sont en cours. Mais l'essentiel, c'est de constater que tout ça, c'est parce que simplement nous avons hérité d'une situation difficile. Mais vous êtes là depuis pratiquement... Un mandat ne peut pas régler tous les problèmes du Sénégal. Mais il y a des urgences et des priorités. Il y a des urgences, c'est pour cette raison que nous sommes... C'est pas à vous de nous dire qu'il y a des urgences, parce que tous les programmes du président, d'ailleurs, c'est des programmes d'urgence. Donc il sait très bien qu'il y a des urgences. Le programme d'urgence développement communautaire, le programme d'urgence de modernisation et d'autres programmes. On est conscient du fait qu'en dépit de l'horizon fixé de l'émergence en 2035, il y a quand même des réalités quotidiennes à prendre en charge, et ça, le président en est très 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 conscient, et tous les jours justement nous œuvrons à trouver des solutions pour ces urgences. Pour le cas d'espèce, le président a trouvé une situation où les étudiants n'étaient plus orientés, c'est-à-dire beaucoup d'étudiants n'étaient pas orientés. Vous avez le bac, si vous n'avez pas des parents qui ont les moyens de vous amener en France ou à l'Hexagone pour poursuivre les études, vous n'êtes pas orienté. C'est la situation que nous avons trouvée. Épris de justice sociale et d'apporter quand même une formation complémentaire à nos étudiants, il a décidé d'orienter presque tous les étudiants. Il n'y a aucun étudiant sénégalais qui a le bac et qui n'est pas orienté. Soit vous êtes à l'université virtuelle, création Macky Sall, on l'appelle d'ailleurs les générations Macky, soit vous êtes placé dans des écoles de formation aux frais de l'État. Ou l'État ne paye pas. L'État paye peut-être avec difficulté, mais l'État paye quand même, parce que sinon il y a beaucoup d'étudiants. Mais maître, il y a beaucoup d'étudiants qui risquent de faire cette année scolaire. Mais c'est pour cette raison que je dis, nuit été, cette contrainte d'agenda budgétaire, cette affaire serait prise en charge. Heureusement que la loi a été votée. Je suis sûr que dans les jours à venir, cette affaire sera derrière nous. Est-ce qu'on peut avoir un jour exact? Mais je suis malheureusement pas le ministre des Finances, encore moins le ministre de l'Enseignement supérieur pour vous donner des délais. Mais je peux vous dire, à partir de la présidence, qu'il y a une impulsion forte pour trouver une solution. Donc ces gens peuvent retrouver le sourire? J'espère qu'ils n'ont jamais perdu le sourire. Ah si, parce que qui exclut de l'école. Il y a une inquiétude, mais voilà, je connais les jeunes Sénégalais très résilients, très patients. Il y a beaucoup d'inquiétude, maître. Très courageux, voilà, pour attendre le temps de cette transition budgétaire. Alors, nous allons aborder le secteur social en ébullition avec And Gueusseum qui déroule, si je ne m'abuse, son 17e plan d'action. Il y a également le Sud-Just qui réclame l'application des accords signés avec la tutelle. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ces deux secteurs précis, le temps d'évoluer dans d'autres secteurs? Je demande à tous les acteurs concernés, le gouvernement, ces secteurs que vous évoquez, de s'asseoir, de discuter, de trouver des solutions. Et tout est possible. Avec la discussion, les échanges et la concertation. Je pense que les syndicats sont dans le rôle de défendre l'intérêt matériel de leurs membres, comme on le dit souvent. L'État aussi a le devoir d'écoute, mais aussi un devoir de vérité, de dire ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Je pense que si tous les acteurs sont animés de bonne volonté, se mettent autour d'une table, mettent en avant l'intérêt général, l'intérêt du Sénégal,
des solutions seront trouvées rapidement. Mais au même moment, c'est le peuple qui paye les pots cassés. Par exemple, si nous prenons le secteur de la justice, quand le justice est en grève, pratiquement, les tribunaux sont paralysés, les gens ont des difficultés à... Raison de plus d'inventer d'autres mécanismes ou d'autres méthodes de revendication que d'aller en grève systématiquement. La grève ne peut pas... Si c'est le seul moyen pour vous faire entendre. Non, c'est pas le seul moyen. On peut faire des revendications, on peut faire des sittings, on peut faire des déclarations, on peut faire des lettres au président, etc. Il y a une possibilité de porter une revendication. La grève, ça doit être l'arme utile, enfin l'arme la dernière à utiliser. Ces syndicalistes reprochent souvent à l'État du Sénégal le non-respect des accords. C'était le cas avec les anciens l'année dernière. Cette fois-ci également, c'est le cas avec le surgiste. Souvent, c'est des accords qui sont signés mais qui ne sont jamais appliqués. Les accords quand même sont appliqués. Les accords sont suivis des faits. Je ne me rappelle pas un accord signé par le gouvernement du Sénégal qui n'a pas été suivi des faits. Maintenant, on peut nous reprocher d'avoir une mise en œuvre tardive, lente ou difficile. Mais c'est clair qu'à chaque fois que le gouvernement signe, les dispositions sont prises pour que la signature de l'État soit respectée et honorée. Mais pourquoi ces lenteurs souvent? C'est lié à l'administration? Il y a une part peut-être de l'administration, les lenteurs, les procédures, mais il y a peut-être une part justifiée par le fait que souvent on n'a pas tout le temps les moyens de ses ambitions. C'est tout à fait normal. Le Sénégal, comme je l'ai dit, c'est un pays quand même en développement. Un pays avec tous ces problèmes. Qui a des difficultés, qui recherche à trouver des solutions pour faire face aux préoccupations, nombreuses préoccupations des populations. Donc il y a des arbitrages à faire souvent, il y a des décisions à prendre, il y a des difficultés de mettre en œuvre tout ce qu'on veut faire tout de suite et maintenant. Donc ça aussi c'est la réalité. Donc il faut le prendre comme tel, le prendre positivement. Je ne vois pas un gouvernement dans une année électorale, même au-delà, un gouvernement normal, prendre des décisions et ne pas les respecter. Je ne vois pas un gouvernement être là à se bagarrer contre ces vaillants travailleurs qui produisent de la recherche, qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, qui sont nos épouses, qui sont nos époux, qui sont nos frères, qui sont nos amis. Donc, franchement, c'est parce que si on dit non souvent, c'est parce que c'est pas facile de dire. Mais Maître Morim, excusez-moi, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas le même discours que vos collègues ministres. Par exemple, récemment, on a vu Abdoulaye Diouf Sarr qui annonce une ponction sur le salaire des syndicalistes And Gueusseum. Ils sont en grève. Oui. Je pense que c'est normal que quand on... En tout cas, nous, les juristes, là, ce qu'on sait du droit du travail, c'est que sans travail, sans rémunération. Pas de travail, pas de salaire, c'est ce qu'on dit. Et ça aussi, c'est la loi. Donc, est-ce que cela ne contribue pas à radicaliser les syndicalistes? Non, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un ne travaille pas, il ne doit pas être... préférable de discuter pour trouver une solution. Mais ça, je le dis de manière générale. Mais quand maintenant quelqu'un est dans des postures de revendication qui ne collent pas à la préservation de l'intérêt général, parce que quand on fait une grève, on porte atteinte aux populations. Même s'il est dans ses droits. Mais le droit de grève est reconnu. C'est-à-dire le droit de grève est reconnu, mais comme le droit de ne pas payer un gréviste est reconnu. C'est ce que je veux vous dire. On n'est pas obligé de payer des grévistes, c'est-à-dire ceux qui ne travaillent pas ne doivent pas être payés. Ça, c'est la loi. Eux-mêmes reconnaissent que ça, c'est la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Pourquoi la loi le fait? Parce que quand vous êtes en grève, vous méconnaissez les règles de fonctionnement du service surtout public. Vous voulez être en grève et être payé. Ça n'a pas de sens. Donc, mais ce que je dis de manière générale, c'est qu'inscrivons nos actions dans la préservation de l'intérêt général. Essayons de trouver des solutions qui permettent au Sénégal d'avancer, aux Sénégalais d'avoir accès aux services sociaux de base sans pour autant perturber le bon fonctionnement du service public. Mais ça, c'est le rôle de l'État. Mais le rôle de tout le monde. L'État est un acteur comme tous les autres acteurs. L'État met à disposition des infrastructures, fait des équipements, apporte de l'argent, recrute un personnel, paye les salaires, mais le bon fonctionnement d'un service, c'est l'État, c'est aussi les acteurs de ce service. Donc, il faut ignorer ces postures qui tendent à isoler l'État. L'État n'existe pas. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est le président Macky Sall, c'est tout le monde. Voilà. Alors, la dernière partie de l'émission sera consacrée à l'APR.
Alors, le parti présidentiel qui se prépare donc à aller à la prochaine élection présidentielle dans le cadre d'une coalition Benno Bokk Yakaar. Alors, maître, dites-nous comment se porte l'APR dans le département de Mbour? L'APR se porte bien, alhamdoulilah. On voit que dans certaines zones, c'est le cas de Dakar, il y a beaucoup de querelles de leadership. Je dirais, je suis le premier, je suis le second. Est-ce que c'est le cas chez vous à Mbour? Mais partout, c'est normal, c'est le choc des ambitions. Mais voilà. Vous semblez un peu minimiser cette non, affaire. c'est pas que minimiser. Je veux dire, tant que c'est dans l'ordre normal des choses. C'est l'ordre normal. La vie, c'est une compétition. C'est normal que quelqu'un soit challengé dans un département. Que c'est normal que le président Macky Sall, en dépit de la brillance de son bilan, de ce qu'il a fait, de sa passion pour le Sénégal, de ses qualités humaines, soit challengé par quelqu'un pour dire moi je veux sa place parce qu'il n'a pas bien travaillé. Autant c'est possible de le faire au niveau national, autant c'est possible de l'accepter au niveau départemental, régional, communal, etc. La vie c'est ça, c'est une compétition. Maintenant, il appartient aux compétiteurs, aux acteurs de comprendre que c'est comme ça, c'est normal, et d'inscrire les actions de compétition dans la normalité. C'est-à-dire ne pas prendre ça comme de l'adversité, voilà, être très négatif. Non, il faut le prendre positivement. Que ceux qui contestent sachent que c'est les règles du jeu, c'est comme ça, qu'on le fasse en respectant quand même l'humain, en respectant un certain nombre de valeurs, de dignité, de solidarité et de considération et de respect. Pourtant, voilà. Le chef de l'État fait souvent des rappels à l'ordre pour dire qu'il faut essayer vraiment de faire taire les querelles et de travailler pour la prochaine élection présidentielle, mais c'est des problèmes qui persistent toujours. Ça persistera toujours, parce que c'est l'humain qui est comme ça. Nul n'est parfait. Malgré les rappels à l'ordre. Les rappels à l'ordre. C'est le rappel à l'ordre, c'est le Coran. Le rappel à l'ordre, c'est nos normes sociétales. Mais ça n'empêche pas d'avoir des déviants en face. Donc ça, c'est des rappels à l'ordre qui sont tout à fait acceptables et appropriés. Maintenant, ça n'empêchera jamais à un humain de faillir, d'être dans des dispositions extrêmement répréhensibles et puis de causer beaucoup de difficultés. Et il faut le prendre, je dis positivement, parce que la vie politique, c'est une vie de compétition. Est-ce que cela n'est pas dû au manque de structuration de l'APR, du parti en tant que tel? Même les partis qui sont structurés, qui sont des partis classiques, les tensions, les querelles, les conflits ne manquent pas. Partout où les hommes sont, il y aura des conflits. Je suis sûr que vous-même ici, ici il n'y en a pas. Quelqu'un est très prompt à vous arracher l'émission que vous organisez. Voilà, donc je vous dis simplement que c'est comme ça. C'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre normal. Maintenant, soyons des humains. Dans la compétition, il y a une valeur qui me paraît être très importante, c'est niter. C'est ça, c'est-à-dire que comprendre que c'est comme ça que ça doit se passer, mais en respectant un certain nombre de valeurs et de principes, et en se souvenant que ce qui nous unit ou qui nous divise est beaucoup plus faible que ce qui nous unit. Et c'est ça, parce que nous appartenons au même pays, nous appartenons au même département, nous appartenons au même parti, nous soutenons la même personne, nous avons les mêmes valeurs que nous partageons à travers les principes directeurs de nos statuts, nos règlements intérieurs, etc. Donc je pense que vraiment, si on est conscient de cela, on doit pouvoir se dire maintenant, bon, le reste on le fait, mais en respectant les règles normales d'une compétition, même dans le sport, les équipes qui sont face à face. Mais il y a un minimum. Mais c'est ça, dans le sport, voilà. C'est l'adversité dans la sportivité. C'est la même chose qui doit exister en politique. C'est les mêmes valeurs de vie. Il n'y a pas une valeur inventée par le football ou par. C'est les valeurs de vie qu'on transpose dans les disciplines sportives. Donc pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, il faut que les gens reviennent à l'essentiel. Il y aura toujours des problèmes d'orientation, il y aura toujours des malentendus, il y aura toujours des divergences de vues, d'opinions, mais il faut qu'on les inscrive. Tout ça. Est-ce que ce n'est pas lié à l'enjeu du pouvoir? C'est l'enjeu du pouvoir, l'enjeu de l'avoir, l'enjeu de l'être, l'enjeu de l'humain, de manière générale, c'est ça. Est-ce que vous pensez que si... Et puis les politiques ont beau dos, hein. C'est-à-dire les secteurs qui sont des secteurs problématiques. Vous voyez dans la religion souvent des musulmans, des imams, non, c'est pas lui, c'est moi, etc. Jusqu'à avoir des conflits. Donc les conflits existent partout.
C'est dans la nature de l'homme d'être, quand on est ensemble, d'avoir des divergences. Maintenant, il faut savoir les identifier et les contenir. Mais toujours par rapport à ces divergences, par exemple, pour cette élection présidentielle, c'est moins compliqué, mais on a vu que lors des élections législatives, mais également des élections municipales, il y avait plusieurs listes et les directions du parti ont été même foulées aux pieds par certains responsables qui ont osé créer leur liste parallèle. C'est la politique. C'est la politique. Une façon de c'est pas mauvais de défier. C'est pas de la défiance. C'est-à-dire que la politique aussi, c'est un champ de liberté. Quand moi je suis pas d'accord avec Malick Ndiaye, il fait sa liste, c'est normal. Je peux faire ma liste, c'est tout à fait normal. Mais moi, quand le président me dit de me ranger derrière Maître Morium, je me range. Non, à chaque fois quand même, à chaque fois que le président est intervenu pour dire faites ça, les gens quand même ont fait. Mais je veux dire, c'est normal. Mais le président n'a pas le temps de voir et d'arbitrer tous les conflits jusqu'à la base. Souvent, c'est difficile. Il n'a même pas le temps. Mais à chaque fois qu'il est intervenu, en tout cas à 90-95%, les personnes intéressées ont respecté. Est-ce que vous pensez à la restructuration de l'APR après la prochaine élection présidentielle? Ça, je pense que c'est possible. C'est le président qui doit donner le ton et le rythme pour pouvoir faire. Mais vous, en tant que responsable du parti, vous pouvez agiter le débat à l'interne. Oui, je pense que le moment opportun, les débats qui doivent être posés le seront. Aujourd'hui, vraiment, le vrai débat, le seul, l'unique, c'est la réélection du président Macky Sall dès le premier tour, le 24 février 2019. C'est le débat, le seul débat au niveau de l'APR, au niveau de Benno Bokk Yakaar et des partis qui la composent. Donc le chemin semble balisé puisque les potentiels candidats ont été écartés. Même si vous refutez le terme écarté. Alhamdulillah, amin. C'est pas ça qui fera la réélection. Ce sont d'abord son bilan, le travail de qualité, les performances économiques, et un manque d'adversaires également de taille comme Karim et Khalifa Sall. Si vous ne voulez pas vous focaliser sur ces deux personnes. Mais moi je vous dis encore une fois, vraiment, c'est pas ça qui fait débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Macky Sall a été élu en 2012, il a fait 7 ans, un mandat de 7 ans. Les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, ont constaté que ce mandat a produit beaucoup d'effets positifs, beaucoup de bonheur, a apporté beaucoup de solutions à des problématiques qui se posaient au Sénégal depuis l'indépendance. Ça, c'est ça qui est retenu et ça, c'est ce qui mérite d'être retenu. Maintenant, après, tout ce que vous dites ou tout ce que on vous fait dire, c'est pas ça qui est le plus important. On constate. Toujours à propos de cette élection présidentielle, alors, c'est sûr et certain que la création des comités électoraux va encore poser problème. Est-ce que vous y attendez? Que X doit être à la place de Y, encore, le choc des ambitions risque de revenir encore? En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que c'est le président qui fait face à son destin. C'est le président qui va retourner voir les Sénégalais pour leur dire faites-moi à nouveau confiance. Personne n'a le droit d'entraver cette marche du président vers son peuple. Personne n'a le droit d'être là en lieu et place du président ou de faire le débat. Le débat, c'est le président. L'actualité, c'est le président. Comme on a l'habitude de le dire, ce temps, c'est le temps du président de la République. Est-ce que les membres de l'APR sont tous conscients de cette... Bien sûr. D'ailleurs, depuis que le Congrès s'est tenu, je pense que vous avez constaté sur le terrain, il y a moins de divergences. Parce que l'APR, quand même, est une force politique très consciente de ses obligations. Donc, je sais que malgré les divergences. Depuis lors, beaucoup de divergences ont été dues. En tout cas, ce que je constate sur le terrain, tout le monde travaille à la réélection du président et ça, c'est appréciable. Alors, la toute dernière question, elle est relative à la mairie de Thiadiaye. Je rappelle que vous êtes également maire. Lors d'une finale relayée par un de nos correspondants, vous aviez parlé d'une forte équipe, mais également d'un stade. Où en êtes-vous avec ces projets? Moi, je sais que depuis lors, il y a une équipe au niveau de Thiadiaye qui progresse très bien dans les phases départementales, ce que nous n'avons jamais connu. Navetan, qui travaille très bien. Maintenant, même si par ailleurs on peut noter que l'équipe de Thiadiaye Football Club, qui est une équipe de dimension régionale, existe, mais peine quand même à sortir de la... C'est lié au manque de moyens? C'est lié au manque de moyens, c'est lié peut-être aussi... mais où sont les fils de Thiadiaye? Ou bien c'est le maire qui fait tout?
Non, les fils de Tchadjaï contribuent, mais bon, souvent c'est pas ça qui est aussi déterminant. Je pense que il faut davantage augmenter la contribution, faire plus d'attention, apporter beaucoup plus de moyens, mais surtout mettre l'accent sur la formation. Alors, est-ce que vous avez fait appel à d'autres fils de Tchadjaï pour vous aider à réaliser ce projet? Parce que le sport, je pense que c'est une compétence transférée. Je dois vous avouer que depuis quand même un an, je suis particulièrement un peu détaché des réalités de l'équipe, même si par ailleurs je tiens toujours à ce que la subvention qui doit être donnée à l'équipe par la commune le soit, et je m'assure souvent de ça, mais je suis un peu détaché quand même de la gestion au quotidien de ce club de football. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un plaisir de partager avec vous ce plateau. Je vous remercie, je vous laisse pour le mot de la fin. C'était pour moi aussi un plaisir de découvrir votre pugnacité dans la conduite de cette émission. Je vous remercie à travers vous, votre groupe, et puis que j'encourage, qui fait partie des radios, en tout cas des groupes de médias les plus importants, les plus sérieux, les plus compétents. Je vous souhaite donc une très bonne continuation. En tout cas, c'est avec beaucoup de respect et beaucoup de plaisir que j'ai répondu à votre invitation.